Il y a des micros, c'est merveilleux, j'ai pas besoin de crier. Donc là, vous avez le manga qui est le plus vendu en France, qui s'appelle One Piece. Et c'est ce qui nous arrive chez nous. Mais avant de sortir en volume relié comme ça, le manga, ici, il est découpé, il doit y avoir une dizaine de chapitres. Chaque chapitre sort dans un magazine hebdomadaire en prépublication. Pour ceux qui ont connu Pilote, Vaillant, Tintin et encore aujourd'hui Spirou, c'est le même principe. Toutes les semaines, on peut acheter, on a quelques pages. Et les séries qu'on aime le plus, on peut les trouver en volume relié. Seulement pour ceux qui voient à quoi ressemble un magazine Spirou, voici l'équivalent d'un magazine Spirou au Japon. C'est donc cette espèce d'annuaire. Ça sort toutes les semaines. Ça s'appelle le Weekly Shonen Jump. C'est le magazine le plus vendu. Et chaque dessinateur dedans doit faire une série de 18 planches par semaine. Donc imaginez bien que s'il faut rendre 18 pages par semaine, les dessinateurs n'ont pas le temps de faire de la couleur. Voilà déjà une première raison pour laquelle le manga s'est publié en noir et blanc. Je vais vous faire circuler déjà deux exemplaires. Là, vous avez le Shonen Jump des éditions Shueisha, et l'autre que je vais vous faire passer, il est ici. C'est le Weekly Shonen Magazine des éditions Kodansha. Ces deux magazines-là, ce sont des magazines pour garçons. Parce que, évidemment, au Japon, à l'heure actuelle, il y a une sectorialisation éditoriale particulièrement développée. Il va y avoir des mangas pour les garçons entre 8 et 10 ans, des mangas pour les garçons entre 10 et 15 ans, des mangas pour les garçons entre 15 et 18 ans, des mangas pour les garçons au-delà de 18 ans. Pareil pour les filles. Et pour la peine, je vous ai également apporté un magazine pour les filles. Déjà tout de suite, vous pouvez voir au niveau de la couverture qu'on est bien genré. Donc, je vais vous faire passer au moins ces trois exemplaires que vous pouvez feuilleter pendant que je vais vous expliquer un peu plus de quoi il retourne par rapport à l'histoire du manga en tant que tel. Je vous demanderai évidemment d'y prendre le plus grand soin, s'il vous plaît. Hop. Et ceci, je le garde, j'en ai besoin pour faire ça. Alors, donc très rapidement, hein, vous avez derrière le sommaire. On va tout simplement savoir d'où vient le manga, pourquoi est-ce qu'on parle de manga moderne, et décennie après décennie, voir comment ce manga a évolué. Tout ça, je vais vous l'expliquer par rapport au Japon. Parce que forcément, en France, on ne sort pas tout ce qui peut sortir au Japon. Il y a beaucoup de choix et de tri qui est fait en amont par les éditeurs, sans quoi on aurait beaucoup de titres qui ne correspondraient pas aux attentes du public français et francophone. Alors, avant le manga moderne, il y avait déjà de la presse au Japon, et vous allez voir, c'est de la presse qui est particulièrement influencée par la presse occidentale et particulièrement anglaise, avec beaucoup de caricatures. Il y a deux grands titres, le Japan Punch et Tokyo Puck. Voici quelques extraits. Comme vous pouvez voir, on est vraiment sur quelque chose qui rappelle énormément les caricatures de la fin du 19e, début du 20e siècle. Les premiers magazines pour enfants, donc littéralement où on cherche à faire du divertissement pour jeunes garçons et pour jeunes filles, s'appellent Shonen Club et Shoujo Club, donc club pour le club, hein, et Shonen, ça veut dire jeune garçon, Shoujo, ça veut dire jeune fille. Quand vous allez en librairie, très souvent, on catégorise les mangas avec le rayon Shonen pour garçons, le rayon Shoujo pour les filles et le rayon Seinen pour un public adulte. En fait, à la base, ça c'est vraiment la catégorisation éditoriale au Japon qui est un petit peu en déphasage par rapport au public français. Parce que si vous cherchez un manga de sport, vous pourrez très bien trouver un manga de sport au shonen, un manga de sport au shoujo, un manga de sport au seinen. Donc on perd un petit peu, on est un peu brouillé par rapport aux autres rayons de la librairie. Vous n'allez pas demander au libraire un livre de science-fiction qui soit pour jeunes garçons ou pour jeunes filles. Il y aura tout qui sera à la même étagère science-fiction. On a vu le tout début, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Alors pour la Deuxième Guerre mondiale, les seuls mangas qui sont autorisés sont des mangas de propagande. Le papier ne sert que pour les tracts officiels. Il y a vraiment une espèce de restriction économique.
Et donc les seuls titres qui sont autorisés, ce sont des mangas comme par exemple Nolakulo, qui à l'origine était un chien noir un petit peu balourd, un petit peu gaffeur, et qui, au fur et à mesure des tomes, entre les années 39 et 45, va devenir un véritable caporal qui emmène ses hommes au front pour affronter l'atroce ennemi américain. Et la guerre se termine en 1945, en septembre 1945 plus précisément. Pendant 7 ans, enfin 6 à 7 ans, les États-Unis vont s'installer au Japon. Il va y avoir une véritable tutelle américaine qui va permettre au pays de se redresser économiquement, parce qu'ils ont été ravagés par les bombes, alors pas que les bombes atomiques, hein, les bombes incendiaires. Il y a plein d'hommes qui sont morts au front. Il faut vraiment que le Japon puisse se reconstruire. Et pour éviter qu'il y ait des problèmes avec un esprit patriotique qui se réveille, les Américains vont clairement dire vous pouvez faire des mangas de divertissement, la jeunesse a besoin de se divertir après la guerre. Par contre, il y a des thématiques que vous n'aborderez pas. On ne veut pas de samouraï, on ne veut pas de ninja, on ne veut pas de judo, on ne veut pas de karaté, on ne veut pas de choses qui sont propres à l'esprit japonais, parce qu'on n'a pas envie d'avoir une espèce de rébellion qui se passe. Par conséquent, on va se retrouver avec majoritairement des publications de Yonkoma. Alors Yonkoma, ça veut dire 4 cases. Un petit peu comme les strips de Snoopy, Calvin et Hobbes. Donc ça va être des gags en 4 cases qui vont être familiaux, accessibles à n'importe quel public. Là, vous en avez un, si vous savez lire l'anglais, vous pourrez comprendre éventuellement la blague. Si vous ne savez pas lire du tout ni le français, ni l'anglais, ni le japonais, vous avez un gag muet. Vous voyez, le petit bonhomme, il fait un bonhomme de neige, il reste tellement longtemps sous la neige qu'il devient à son tour un bonhomme de neige. C'est rigolo, c'est pas méchant, ça mange pas de pain, personne ne sera choqué. Et comme après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont très pauvres, puisqu'ils ont été vraiment ravagés, arrivent ce qu'on va appeler les hakahon, ou hakabon. Ce sont des livres rouges, et on va en librairie, on n'achète pas son livre, on le loue. Donc généralement, les enfants viennent, ils mettent leur petit argent de poche en commun pour pouvoir louer un livre, et ils vont le lire entre eux pendant 2-3 heures, et au bout de 2-3 heures ou d'une journée, ils vont le rapporter à la librairie pour que la librairie puisse avoir d'autres clients qui arrivent derrière. Là encore, on est sur des restrictions de papier. On ne peut pas se permettre d'avoir un livre et qu'il aille uniquement chez quelqu'un. Les personnes qui s'achètent des livres sont des personnes de classe supérieure. Pour la classe populaire, on est vraiment dans la location. Alors, pour ceux qui sont curieux, celui-ci, je vous demandais d'en prendre très très soin. Celui-ci, c'est un manga qui date de 1947-1949, qui parle de baseball. Donc vous voyez, on est encore sous l'occupation américaine. On peut parler de baseball, c'est un sport américain. La seule version que j'ai pu obtenir est une version en anglais, je suis désolé, hein, mais vous allez pouvoir voir à quoi ressemblait un manga de cette époque, et pour la peine, il va passer par ici, celui-ci. Arrive le père du manga moderne, Osamu Tezuka. Si vous ne devez retenir qu'un nom, c'est le sien, 1928-1989. Osamu Tezuka, comme vous pouvez voir sur l'image de droite, a créé je ne sais combien de héros, je ne sais combien de séries. Dans sa carrière, il a dessiné 150 000 planches. Un album d'Astérix, ça fait à peu près 50 pages. Il a dessiné 3000 albums d'Astérix à lui tout seul. Vous voyez le volume que ça représente. Ici, vous avez quelques-unes de ses séries les plus connues. Le Roi Léo, qui va être, entre guillemets, volé par Disney pour faire le Roi Lion. Astro le petit robot et Princesse Saphir, qui est le premier manga pour filles, littéralement parlant. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Est-ce que j'ai mis après ou pas Astro le petit robot, en 1952, donc il sort. 11 ans plus tard, ça deviendra le premier dessin animé japonais de la télévision. Ce qui veut dire que non seulement Osamu Tezuka a créé le manga moderne tel qu'on le connaît actuellement, mais il a également créé les premières relations entre le manga et le dessin animé à la télévision. On va le voir plus tard, il va y avoir un lien qui va se créer entre ces supports. Chacun va aider l'autre à mieux se développer. J'espère que vous voyez d'ici là ou pas? Sinon, je vous le fais passer aussi. Les premières pages de l'île au trésor, tout fonctionne sur une espèce de système de zoom. Case après case,
on est sur un truc qui est très très cinématographique, qui est très très découpé. Et ça, c'est ce qui va caractériser le manga moderne. Il va vraiment y avoir une énergie dans le découpage qu'on ne trouvait pas dans les petits livres rouges dont je vous parlais. Je vous le pose ici, vous pourrez comparer avec le petit manga jaune. On n'est pas du tout, même je vais le faire circuler, on n'est pas du tout sur la même structure narrative. Et donc, Osamu Tezuka il va être surnommé au Japon le dieu du manga. Voilà, c'est son surnom, le dieu du manga. Il va impressionner tellement de personnes que de partout du Japon, il y a des enfants de 16, 17, 18 ans, qui sont passionnés par ce qu'il fait, qui vont descendre à Tokyo pour pouvoir le rejoindre et apprendre sous son aile. Ils vont s'installer dans une petite pension où vraiment les chambres coûtent 3 fois rien. Ils vont tout plaquer juste pour faire du manga et apprendre avec Tezuka. Voilà à quoi ressemblait leur pension. Donc vous voyez la taille des chambres. C'est du 3 mètres carrés. Et tous ensemble, ils vont révolutionner le manga dans les années qui vont venir. Alors voici quelques exemples de ce qu'ils ont pu faire. Vous avez Doraemon. À l'heure actuelle, Doraemon, la série animée a commencé en 1974 ou 75. Elle est toujours en cours de diffusion aujourd'hui. C'est pour vous dire le poids que Doraemon représente au Japon. Cyborg 009, qui va être un manga de robot. Fire, qui va être un manga dessiné par une femme. Il y aura une femme qui grandira sous l'aile de Tezuka. Et Osomatsu-kun, qui est un des premiers gag mangas extrêmement grivois, qui va vraiment plaire à toute une génération de Japonais. Et donc, on a eu Tezuka qui est arrivé. Il y a une génération de jeunes talents qui grandit vraiment sous l'influence directe de Tezuka. Ça se sent dans le design des personnages, dans la façon de raconter ses histoires. Et il y a des magazines de prépublication pour ça. Donc on a le Shonen Gaho qui arrive, vous avez 3 couvertures différentes. Si j'ai choisi ces 3 couvertures, c'est pas pour rien. Vous pouvez voir qu'en 1950, on est encore sous la tutelle américaine. Donc on a plutôt un petit garçon qui ressemble à un cow-boy. En 1954, les Américains ont libéré le pays. Ils libèrent le pays en 1952. Donc on a déjà un retour aux sources. On a quand même quelqu'un qui ressemble plus à un samouraï avec son casque de bushi. Et en 1971, alors là, on est sur le bad boy, le petit gars des banlieues qui est prêt à se castagner. Ce que, je rappelle, hein, les États-Unis voulaient absolument éviter, c'était inciter les petits jeunes à aller tabasser. Là, c'est bon, on peut revenir à quelque chose un petit peu musclé. D'un autre côté, vous allez avoir les magazines pour filles qui vont sortir. Nakayoshi, Ribbon. Parmi les magazines qui circulent, le magazine pour filles que vous avez déjà eu entre les mains ou qui est en train de circuler, c'est un Nakayoshi, celui de gauche. C'est le même, mais en 2020 et quelques. Donc c'est un magazine qui a 70 ans d'âge. C'est pour vous dire à quel point les premières institutions en magazine perdurent encore aujourd'hui. Années 50, les premières icônes. Donc je vous ai parlé de Tezuka, mais il n'y avait pas que Tezuka. Vous avez quelqu'un qui a créé Tetsujin 28, Tetsujin Ichi Juhachi Go, qui s'appelle Monsieur Yokoyama. Ce manga inspirera beaucoup plus tard Katsuhiro Otomo pour faire Akira. Et de l'autre côté, vous avez Gegege no Kitaro qui, lui, va reprendre toutes les légendes japonaises. Au Japon, il y a ce qu'on appelle les yokai, qui sont les créatures folkloriques. Alors nous, on aurait les farfadets, les korrigans, vous voyez, des trucs comme ça. Eux, ils en ont, mais une palette. Et c'est des histoires de fantômes qui vont gentiment faire peur aux enfants, mais que les parents vont accepter. On a tous en souvenir peut-être, moi ça a été mon cas, une grand-mère qui racontait des histoires qui faisaient extrêmement peur la nuit, où on frissonnait. On est exactement dans cette ambiance-là avec Gegege no Kitaro. Et nous arrivons à la première bascule. En 1959, le 17 mars, vont sortir les 2 premiers magazines hebdomadaires du Japon, consacré au manga pour garçons. Pour l'anecdote, vous avez à gauche le Shonen Magazine des éditions Kodansha et à droite le Shonen Sunday des éditions Shogakukan. Kodansha et Shogakukan savaient que le concurrent voulait lui aussi sortir un magazine de prépublication hebdomadaire pour les garçons. Ils le savaient tous les deux, ils étaient en concurrence et
ils partageaient la même imprimerie. Donc pendant 2 mois, ils envoyaient des gens pour vérifier comment ça pouvait se passer, et surtout pour lancer des contre-informations. Ce qui fait que les gens de Shonen Magazine, ils arrivaient à l'imprimerie et ils parlaient avec l'imprimeur. Alors, le Shonen Sunday, il y aura combien de pages? Ah, il y en aura tant. Alors que c'était pas vrai, parce que c'est ce qu'ils avaient appris. Et ça sera combien le tarif de celui-ci? Ah bah eux, ils vont le vendre à 30 yens. Ah bah ok, nous, il faut qu'on fasse un prix plus bas. Donc, ils font la compète, et ils sortent le même jour, 17 mars 1959. À votre avis, lequel des deux c'est le plus vendu? Celui, alors, qui pense que c'est celui de gauche, levez la main. Okay. Qui pense que c'est celui de droite, levez la main. Ah, vous avez raison, c'est celui de droite, c'était plus moderne, c'était le baseball, alors que l'autre c'était le sumo. Et surtout, le sumo, il était vendu, je ne sais pas si vous voyez à côté du 1, il était vendu à 40 yens, alors que l'autre, vous pourrez voir, il est marqué juste en dessous du titre, il était vendu à 30 yens. Il était vendu 10 yens moins cher, et pour un enfant, c'était quelque chose de... C'était pas rien 10 yens encore à l'époque. J'ai un exemplaire de ce premier numéro. Alors, celui-là, je ne vous le passe pas, parce que j'y tiens énormément. Mais vous allez pouvoir voir qu'il n'y a pas tellement de mangas, en fait. Il y a un petit peu de manga. Mais sinon, on voit les nouveaux avions, il y a les récaps de films, les récaps de matchs de baseball, quelques histoires. Un petit peu de manga, un petit peu de manga. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un Shonen Sunday aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Et il n'y a plus que du manga. Donc là, pendant tout ce que je vais décrire comme évolution du marché du manga, il faut bien que vous ayez en tête qu'on va passer d'un petit fascicule où le manga représente 50% du contenu à cette espèce d'annuaire où le manga représente 100% du contenu. D'accord? Je ne vais pas vous le répéter tout le temps, mais prenez bien ça, ça veut dire que le magazine va grossir, 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 et le manga va devenir la part prédominante, pour ne pas dire unique, de la ligne éditoriale. Il n'y a pas que les mangas pour garçons, il y a aussi les mangas pour filles. Donc, on a les premiers hebdomadaires pour filles qui apparaissent. On est vraiment sur la même démarche. Vous avez Shoujo Friend chez Kodansha et Margaret chez Shueisha. On est vraiment dans la même optique de concurrence avec des magazines hebdomadaires qui vont avoir des titres pour divertir les petits jeunes. Comme je vous dis, le shoujo se développe. On va voir apparaître des séries qui sont vraiment consacrées pour les filles. Majoritairement, c'est des séries qui fonctionnent sur le même principe que les séries pour garçons, mais on va les faire façon genrée pour les filles. Je m'explique, Maho Tsukai Sally, c'est la première de ce qu'on appelle les Magical Girls. Les Magical Girls, ce sont des petites filles qui, par un hasard X ou Y, vont avoir un pouvoir magique avec un sceptre, un petit bracelet, un petit poudrier, et grâce à cet objet, vont pouvoir se transformer. En général, elles se transforment en femmes adultes. Et donc, elles sont face à un problème, elles font appel à la magie, elles se transforment. Une fois qu'elles sont transformées, elles résolvent le problème, et ensuite elles redeviennent petites filles avec comme grosse pression sur les épaules de toujours rester anonymes. En gros, c'est des super-héros, mais on a tout adapté aux petites filles. Ce que je vous ai dit, ça marche avec Spider-Man, ça marche avec Superman. Ils se transforment, ils résolvent le problème, ils reviennent civils, et il ne faut pas qu'on les reconnaisse. Donc on a vraiment pris des schémas pour les garçons, qu'on a adaptés en changeant quelques critères pour les petites filles. Et pareil, Attack Number One, on est sur un manga sportif, le volleyball. Pourquoi le volleyball? En 1964, l'équipe féminine de volley japonaise remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. À partir de là, il y a une véritable vague de popularité du volleyball, et Attack Number One représente très très bien ça. Je vous avais dit qu'en 1959, on avait eu les 2 premiers hebdomadaires pour garçons. 1968, quasiment 10 ans plus tard, arrive un nouveau challenger dans le jeu. C'est les éditions Shueisha qui vont lancer le Shonen Jump. Il y en a un qui circule, c'est celui avec One Piece en couverture. Et Shueisha se dit, le marché est bien saturé,
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer des autres? On est en 68, la guerre est finie depuis quasiment 25 ans. On est sur une nouvelle génération d'enfants qui n'ont vraiment pas connu la guerre, qui n'ont pas connu la mémoire de la guerre qu'ont pu leur transmettre les parents derrière. Et donc, ce que va faire le Jump, c'est qu'il va jouer la carte de la provocation. Là où le Shonen Magazine et le Shonen Sunday étaient encore assez sages, avec des histoires de baseball, des aventures un peu fantastiques, eux, ils vont rentrer dans le lard, avec notamment, dès le premier numéro, un manga de monsieur Go Nagai. Alors, Go Nagai, il a créé Goldorak. Voilà, pour le public français, vous voyez, il a créé les robots géants, notamment. Mais le premier manga qu'il a fait connaître au Japon s'appelle Harenshi Gakuen, en français, l'école impudique. Les enfants plus jeunes, mettez les mains devant les yeux. Voici à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, on a du gag avec de la culotte. Hein, il y va franco de porc. C'est très très provoque. Et je ne sais pas si vous réussissez à lire la planche qui est la plus à droite. Si vous n'y arrivez pas, je vais me faire un plaisir de vous le dire. Tu connais mal l'auteur de ce manga, tu te crois vraiment en sécurité que cette guerre n'est qu'un jeu, t'es con ou quoi? Ce gars, Go Nagai, est sans pitié, même pour ses héros. La popularité des personnages lui importe peu, il nous tuera sans hésiter. Ce manga a fait tellement scandale que la PTA, Parents Teachers Association, l'association des parents d'élèves et des professeurs, a porté plainte à de nombreuses reprises contre l'éditeur en disant « Vous ne pouvez pas publier ce manga, c'est absolument intolérable, qu'est-ce que vous racontez aux enfants? C'est provocateur, on voit des culottes, on voit des seins, tout le monde est pervers, tout le monde est complètement déviant. » Donc le dernier chapitre, il y a la police qui arrive dans le lycée en question, ils descendent et ils flinguent tout le monde à la mitraillette. Vous comprenez vraiment l'esprit provocateur qui allait même au-delà de simplement représenter des personnages à poil ou de faire des grossièretés. Non, non. Il y avait vraiment un ton extrêmement cynique et ironique. Et avec ça, le Shonen Jump, mais il a mis une volée de bois vert à ses concurrents. Il y a un ton beaucoup plus ironique, beaucoup plus en phase avec ce que cherchent les adolescents qui sont un peu en rébellion par rapport à leurs parents, qu'on a trouvé dans le Jump. Et en parallèle, la télé s'est développée. On avait des séries comme Kamen Rider ou comme Ultraman. Alors, c'est les ancêtres de Bioman. Hein, des types qui se transforment en super-héros pour aller combattre le mal. À chaque fois, les planches en couleur que vous voyez à droite, c'est la série télé, et à gauche, je vous ai mis le manga qui correspond. C'est quelque chose qui a été réfléchi. Les producteurs de la télévision allaient voir les éditeurs, et ensemble, ils réfléchissaient au concept pour que, en même temps que ça passe à la télévision, on puisse la voir en manga. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que dans les années 60, acheter une télévision, ça coûtait un rein au Japon. Et donc, il y avait des enfants dans la cour d'école, ils entendaient les 2-3 camarades dont la famille avait les plus hauts revenus, qui pouvaient parler de la série qu'ils avaient vue la veille à la télé, mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Alors que dans les magazines, ils avaient le même épisode en bande dessinée. Donc tous les garçons dans la cour d'école pouvaient parler de la même histoire, même si certains l'avaient vue à la télé, d'autres l'avaient lue. Et comme ça, on a encore ce rapprochement entre télévision et manga qui se fait. Les deux supports interagissent l'un avec l'autre. Et là, on a donc les nouvelles icônes populaires. On arrive sur un truc, on parle aux garçons qui sont un peu rebelles, hein, qui veulent tabasser. Vous avez Kyojin no Oshi, qui est un manga de sport, de baseball. Le héros, son père, lui fait subir le pire entraînement possible, avec des tendeurs pour qu'il se muscle. C'est un véritable calvaire. Tiger Mask, c'est un catcheur qui donne ses bénéfices à des orphelinats. Ashita no Joe et Golgo 13, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que je suis passé tout à l'heure dans la médiathèque, ça fait partie du fond de la médiathèque, je ne saurais trop vous conseiller de le lire, allez, je vous le dis quand même, Ashita no Joe, c'est un petit gars qui vient des banlieues, qui devient boxeur, et Golgo 13, c'est un tueur à gages. Donc vous pourrez trouver ça ici, et croyez-moi que trouver le Golgo 13, vous avez vraiment de la chance d'avoir une telle médiathèque. On passe aux années 70. Alors, dans les années 60, on s'adressait aux adolescents. Dans les années 70, on va avoir un exode rural, tout le monde va monter à Tokyo pour construire la ville. Beaucoup d'ouvriers vont venir pour reconstruire Tokyo, ils vont vivre dans des conditions d'une extrême précarité. Il va y avoir des marchands de sommeil, ils vont faire les 3-8, ils ont des salaires de misère, et ils ont besoin, eux aussi, de se détendre un petit peu. Par conséquent, il y a des éditeurs et des mangaka qui vont faire des histoires qui vont parler directement à ces prolétaires, à ces cols bleus, et c'est ce qu'on va appeler le gekiga.
Donc le manga, on est sur quelque chose de divertissant, un petit peu aventureux pour les jeunes adolescents. Le Gekiga, on va parler de sujets de société un peu plus matures. Alors, dans Rien ne fera venir le jour, vous avez une fausse couche. Dans Kamuiden, on est sur quelque chose d'extrêmement marxiste avec des villages de samouraïs qui veulent se rebeller contre l'autorité. Et dans La famille de Monsieur Lee, on est sur l'immigration avec les premières personnes qui viennent d'Asie continentale vers le Japon afin de pouvoir gagner une meilleure vie. Donc vous voyez, on est sur des thèmes bien lourds, bien sociétaux. C'est du manga qui est adulte, pas au sens c'est extrêmement violent, pas au sens c'est extrêmement sexuel, c'est juste que ce sont des thématiques matures qui ne vont pas concerner des collégiens ou des lycéens. Encore heureux, parce qu'un collégien qui se pose des questions sur les fausses couches, on peut se poser des questions. Ça va être dans un magazine qui va s'appeler Garo. Alors, Garo est né en 64, et là, vous avez vu, j'ai marqué que c'est les années 70, le Gekiga. Garo s'est lancé en 64, il a fallu 5 ou 6 ans avant que tout ce manga, enfin tout ce style de manga qui est le Gekiga, ne prenne de l'ampleur. C'est vraiment dans les années 70 qu'on va le trouver. Et pourquoi? Parce que les années 70, au Japon, on va avoir des mouvements sociétaux qui vont apparaître. Il y a des grosses bastons entre les syndicats et la police, donc c'est pour ça qu'on se retrouve encore particulièrement là-dedans. Et il y a une autre thématique qui va ressurgir, qui va être les manifestes féministes. Parce que, alors, franchement, le Japon, encore aujourd'hui, il doit être dans le top 20 du bas des pays au niveau de l'égalité homme-femme. Ils sont pas loin de la Turquie, pour vous donner une idée. Et donc, dans les années 70, les femmes veulent faire comprendre que, elles aussi, elles ont leur place. Elles ne sont pas juste là pour être, excusez l'expression, mais des pondeuses d'héritiers. Donc, il va y avoir des mangas qui vont parler de ça. Vous allez avoir notamment La Rose de Versailles. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, ça passait en dessin animé sous le nom de Lady Oscar. Peut-être que ça vous rappellera quelque chose. La Rose de Versailles, c'est un noble français qui a eu une fille alors qu'il espérait avoir un garçon pour pouvoir lui transmettre son héritage et notamment ses titres de noblesse et d'armée. Eh bien, sa fille, il va dire, c'est pas grave, tu vas t'appeler Oscar François de Jarget, je vais t'élever comme un garçon et tu grandiras comme un garçon pour le reste de ta vie. Et donc, à travers ce manga, on a une femme qui va s'habiller comme un garçon avec des pantalons, qui va intégrer la garde privée de Marie-Antoinette, puisque ça se passe pendant la Révolution française. Donc c'est très rigolo, on a une France extrêmement fantasmée de l'époque de la Révolution. Et surtout, ça veut dire aux japonaises que c'est pas... Enfin, s'il suffit juste de mettre un pantalon pour montrer qu'on est l'équivalent d'un homme, mesdames, mettez des pantalons. Et donc les femmes vont commencer à se rebeller, montrer qu'elles sont capables d'être compétentes au travail, elles aussi. Le cœur de Thomas, on va être sur ce qu'on appelle le shonen ai, qui sont des histoires d'amour homosexuel entre beaux garçons. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que ça prouve qu'il n'y a pas besoin que ce soit toujours une femme qui soit en détresse, que ce soit toujours une femme qui soit l'objet des désirs. Inverser les rôles en mettant un garçon qui tombe amoureux d'un garçon, ça change complètement la donne par rapport à la perception qu'ont les femmes de la société. Et enfin, Destination Terra, qui va être un shonen. Donc c'est une femme qui va dessiner pour les garçons un très bon shonen de science-fiction qu'on peut trouver aujourd'hui aux éditions Naban. Je vous le conseille très très fortement. C'est en 3 tomes, c'est merveilleux. Il y a du manga pour l'école bleue, il y a du manga pour les femmes, et il y a encore une nouvelle génération de petits-enfants qui apparaissent. Et donc, il y a un nouveau public enfantin que les éditeurs n'oublient pas. Il y a 2 grosses licences qui vont arriver. Alors, à droite, je vous ai mis le magazine Colo Colo Comics, qui existe depuis 1977, qui existe toujours aujourd'hui. C'est un magazine pour les tout-petits qui ne pourrait pas marcher en France. Parce que c'est un humour que les tout-petits aiment beaucoup. Donc pour ceux qui ont des enfants en bas âge, pour ceux qui ont eu des enfants en bas âge, pour ceux qui ont des petits frères ou petites sœurs en bas âge, pipi, caca, prout. Voilà, hein. En gros c'est vraiment ça, des zizi hélicoptères, il y en a à foison. Donc ça ne pourrait pas marcher chez nous, mais au Japon, les gamins adorent ça. Et à gauche, vous avez Anne Panman. Alors Anne Panman, l'auteur qui a fait ça, il a fait ça parce que pendant la guerre, il mourait de faim. Et donc c'est un héros dont la tête est une brioche fourrée. C'est à la pâte de haricots rouges. Alors, pâte de haricots rouges, ça se dit Anne. Le pain, ça se dit Pan. Donc c'est Anne, Pan, Man. Et quand il rencontre des personnes qui ont faim, il s'arrache un morceau de la tête, qui leur donne à manger. Et quand il repart, il va voir... Est-ce que je peux avoir... Vous voyez ici, il y a son ami le cuisinier qui lui refait une nouvelle tête. Cette série continue d'exister. L'auteur est mort. Ce sont plus des livres illustrés.
Si vous devez investir un jour dans une licence au Japon, vous investissez pas dans Dragon Ball, vous investissez pas dans One Piece, vous investissez dans Anpan-Man. Croyez-moi, chaque fois qu'on va au Japon, on ne peut pas passer à côté, il y en a partout. Ils ont fait tous les produits dérivés possibles et inimaginables. Chaque génération de bambins a ses jouets Anpan-Man, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une icône sociétale, enfin sociale. Et pour finir avec les années 70, on va avoir la naissance de ce qu'on appelle le fandom. Dans les années 50, les fans d'Osamu Tezuka étaient descendus pour le voir, pour créer à leur tour. Dans les années 70, il y a beaucoup de lecteurs de manga, et plutôt que créer, ils vont faire des cercles entre eux, et ça y est, c'est trop tard. On ne peut plus rentrer sur le marché de l'édition comme ça. Ça s'est bien mis en place. Vous avez vu tous les magazines qui sont apparus entre les hebdomadaires et les mensuels. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des cercles de création amateurs. Ils vont faire ce qu'on appelle des fanzines, des magazines de fans, fanzines. En japonais, on dit dojinshi. Et il va y avoir un salon qui va se créer pour ça, qui s'appelle le Comiket. Alors, j'ai marqué première édition du Comiket en 1975. Ce n'est pas la légende de l'image. Il y avait beaucoup moins de monde en 1975, mais la seule image que j'ai pu trouver du Comiket est assez récente. Vous voyez le monde qui vient aujourd'hui. Là, il a été fermé avec le Covid. La dernière édition en date, sur 3 jours, il y a eu 500 000 visiteurs. Et ce sont donc des gens qui viennent pour acheter des créations de fans. Vous vous rendez compte? C'est directement de la main à la main. Il y a des professionnels qui éditent dans les magazines, qui doivent respecter la ligne éditoriale des magazines, qui vont faire des créations en amateur sur leur temps libre pour pouvoir les vendre au Comiket parce qu'ils n'ont pas ces restrictions. Donc, la naissance du fandom va être très importante puisqu'on va avoir des générations de fans. Et ça, il faut bien le prendre en compte, les fans sont toujours prêts à dépenser leur argent. C'est pour ça qu'on a à droite le premier numéro d'Animage. Animage, c'est le premier magazine qui va se mettre à parler d'animation au Japon. Ils vont parler des séries télé, ils vont parler des films animés, parce que le marché est en train de se développer. Il y a des fans qui se réunissent pour discuter. Est-ce que tu as vu le dernier épisode la dernière fois? Oui, alors, tu te rends compte, dans l'épisode numéro 2, ils avaient dit qu'ils feraient ça, là, il y a un contresens. Ils deviennent passionnés au dernier degré. 77, Star Wars sort au cinéma. C'est un énorme impact aux États-Unis, un énorme impact en Europe et encore plus au Japon. Et donc, on va avoir toute une vague de mangas de science-fiction, de space opéra qui vont sortir. Donc, vous allez avoir Cobra et Space Captain Harlock, plus connu chez nous sous le nom d'Albator. En dessin animé, on aura également l'adaptation de Capitaine Flamme qui sortira. On a vraiment toute une vague à la fin des années 70 de science-fiction qui se développe. Il y a un titre mythique au Japon qui s'appelle Gundam qui va apparaître en 79. Aujourd'hui encore, Gundam est une référence hors du commun qui vend par palette. Donc là, on commence à avoir des petites pointes d'influence occidentale qui vont se glisser dans la création des auteurs. Attention, ils ne cherchent pas à copier, c'est juste ils ont vu Star Wars, ils disent « Oh, c'est génial, moi aussi je veux faire de la science-fiction ». Mais ça commence à venir influencer. Et donc, dans les années 80, le manga va vraiment devenir un énorme vecteur de consommation. Le Weekly Jump que vous avez vu passer tout à l'heure, voici la courbe de ses ventes entre 70 et 90. Vous voyez qu'en 90, on franchit déjà les 5 millions de ventes. Donc, imaginez bien, hein, 5 millions d'exemplaires de cet annuaire qui sont tirés chaque semaine. Et là, c'était pour le Jump. Pour le Shonen Magazine, c'est pareil. Pour le Shonen Sunday, les ventes sont toujours en... on est à une époque où on consomme plus de papier pour pouvoir produire ces magazines que pour pouvoir alimenter le pays entier en papier toilette. Voilà, vous voyez la place que ça prend. Et là, on va avoir les premières grosses stars du manga. Donc, je pense que pour certains, ça y est, vous allez pouvoir vous raccrocher en branche. Il y a des titres que vous devriez peut-être connaître. Rumiko Takahashi, qui a été Grand Prix d'Angoulême en 2019, a vendu 200 millions d'exemplaires en tout et pour tout de ses séries. Vous avez Urusei Yatsura, qui est la première série qu'elle a produite, puis Maison Ikoku, et enfin Ranma 1/2. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais Urusei Yatsura et Maison Ikoku ont été publiés simultanément. Donc Urusei Yatsura, elle faisait 18 planches chaque semaine, et Maison Ikoku, je crois qu'elle faisait 40 planches chaque mois. Donc elle a passé sa vie rivée à sa table à dessin. Mais au final, c'est devenu une des plus grandes fortunes du Japon, puisqu'elle a vendu 200 millions d'exemplaires. Elle travaillait dans le Sunday.
Vous voyez cet exemplaire du Sunday, il date de 2019. Regardez bien le personnage ici. Hop, vous allez reconnaître le même style de dessin. Mitsuru Adachi, 200 millions d'exemplaires vendus. Mitsuru Adachi et Rumiko Takahashi ont fait la gloire du Shonen Sunday, à eux deux. Et Mitsuru Adachi a une particularité. Il a publié aussi bien des mangas pour filles que des mangas pour garçons. Il a trouvé la recette idéale, qu'il a déclinée je ne sais combien de fois. C'est du sport et de l'amour. On a des lycéens, des garçons, des filles qui se tournent autour, et chacun d'entre eux participe à des compétitions sportives. En 85% des cas, pour les garçons, c'est du baseball. Et donc, pour les garçons, on a cette question, est-ce que le héros va réussir à aller jusqu'à la finale? Est-ce qu'il va remporter le tournoi? Est-ce qu'il va remporter le titre? Et pour les filles, c'est est-ce que la fille va finir par le conquérir? Et donc, on a Mitsuru Adachi qui réussit à faire des mangas qui sont mixtes, à la fois pour les garçons et pour les filles, et Rumiko Takahashi, qui est une femme qui publie pour les garçons. Donc, vous voyez que dans les années 80, on commence un petit peu à s'affranchir de... Le shonen, c'est les hommes qui vont dessiner pour les jeunes garçons. Le shoujo, c'est les femmes qui vont dessiner pour les jeunes filles. On peut avoir des femmes qui dessinent pour les garçons. On peut avoir des garçons qui dessinent pour les femmes. La frontière commence à devenir un peu plus floue, mais ça reste quand même bien catégorisé. Ranma 1/2, c'est vraiment un manga pour garçons. Ça se reconnaît de très très loin. Je ne sais pas si vous connaissez Dragon Ball. Donc, un des mangas les plus vendus de tous les temps. Ah tiens, j'ai mis deux fois Dr. Slump. Avant de faire Dragon Ball, Akira Toriyama a fait un manga qui s'appelle Dr. Slump, qui est un de mes mangas préférés. C'est l'histoire d'un créateur qui fait un petit robot androïde qui s'appelle Harale. C'est une petite fille à lunettes, parce qu'elle est quand même bigleuse, qui adore jouer avec le caca. Il faut savoir qu'au début, il pensait lui mettre des lunettes juste pour 1 ou 2 chapitres, et qu'après, le créateur règle ses yeux et que ça fonctionne. Et il a reçu des courriers de la part de jeunes japonais disant tout le monde m'appelle Biglouche, tout le monde se fout de moi parce que j'ai des triples foyers, etc. Voir un personnage comme Harale, ça me fait chaud au cœur. Ça fait plaisir de voir un héros ou une héroïne, en l'occurrence, de manga qui voit mal. Et par conséquent, il lui a conservé ses lunettes pour le restant de la série parce que il a fait du bien psychologiquement à des millions de petits japonais. Comme quoi, le manga, ça peut aider plus qu'on ne pourrait le penser. Bon, 340 millions d'exemplaires vendus, c'est pas rien. Et puis, je vous avais dit, la bagarre. Donc, Tetsuhara et Hirohiko Araki ont vendu chacun 100 millions d'exemplaires de leur série. La première s'appelle Hokuto no Ken, à savoir Ken le survivant. Je vous avais dit tout à l'heure qu'avec Star Wars, il y avait les influences occidentales qui commençaient à s'instiller dans la création manga. Hokuto no Ken, c'est clairement influencé par Mad Max. On est avec des personnages de cuir dans un monde post-apocalyptique, envahi de punk qui vont ravager les petits villages. Ça marche aussi bien comme résumé de Ken le survivant que de Mad Max. Et à droite, vous allez avoir Jojo Bizarre Adventure. Quand je vous parle de l'influence occidentale, là, c'est qu'en fait, l'auteur de Jojo Bizarre Adventure est un fan de rock'n'roll. Il est un fan de musique qui vient de l'Ouest, enfin de chez nous. Donc, il va y avoir des personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Jean-Claude. Enfin, il s'appelle Polnareff. Voilà, littéralement. Il y a des gens qui vont s'appeler, qui vont avoir des noms de chansons des Rolling Stones. Il y a des gens qui vont avoir des noms de. Il y a le grand méchant, il s'appelle Dio, en hommage à Ronnie Dio, qui est un grand chanteur de hard rock. Donc, avec ces deux titres. Je voulais bien vous montrer que, ça y est, le Japon, il a conscience de ce qui se passe à l'étranger et il n'hésite pas à l'insuffler dans sa propre création. Et il y a le cinéma qui va s'en inspirer. Vous avez en 84 Nausicaa, qui est un manga de Hayao Miyazaki. Alors Hayao Miyazaki, quand il a fait le manga, il a dit « Je vais faire en sorte que personne ne puisse l'adapter en animation, parce que moi je veux faire du manga ». Puis finalement, il l'a adapté lui-même au cinéma et il s'en est mordu les doigts parce que c'était très difficilement adaptable. Ce long métrage, grâce aux bénéfices qu'il va remporter, il pourra y avoir la création du studio Ghibli derrière. Donc Nausicaa, c'est la matrice, c'est l'élément fondateur du studio Ghibli. Au milieu, vous avez Beautiful Dreamer. Alors je reviens, hop, c'est le manga qui est tout à gauche. Urusei Yatsura, vous reconnaissez le petit bikini tigré de l'héroïne. Beautiful Dreamer a été réalisé par Mamoru Oshii, qui en 1995 réalisera Ghost in the Shell.
Si j'ai choisi ce film, c'est parce qu'il a pris la série, mais il y a insufflé sa patte. Urusei Yatsura, c'est du vaudeville, ça va à 100 à l'heure, c'est des répliques, tous les personnages sont crétins. Et là, on est dans une atmosphère beaucoup plus onirique, beaucoup plus contemplative, qu'il a réussi à glisser dedans. Et enfin, Akira. Akira, l'auteur qui avait commencé son manga en 84, va en faire un film en 88. C'est le film qui coûte le plus cher à l'époque du Japon. Il a coûté 1,1 milliard de yens et il va en rapporter 1,8. C'est-à-dire qu'il rapporte seulement 700 millions de yens, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à l'investissement, et qui deviendra plus tard un film mythique du Japon. Donc le manga, je vous l'ai dit, depuis les années 60, cohabite avec la télévision. Maintenant, il cohabite également avec le cinéma. Là, voici des titres. Il n'y a que Yawara qui est sorti en France, hélas. Je vous avais dit que le manga, on avait des séries qui étaient pour les jeunes, où on se divertit, et qu'il y avait des séries qui avaient des buts sociétaux, que ce soit pour les ouvriers ou pour les mouvements féministes. Et là, maintenant, on va enfin avoir des mangas qui sont pour tout public, mais qui sont vraiment inscrits dans le réel. Alors, à gauche, vous avez Kosakushima. Kosakushima, le titre de la série va changer au fur et à mesure. Ça commence par employé Kosakushima, chef de rayon Kosakushima, chef de section Kosakushima, directeur Kosakushima, directeur général. Et c'est le mode d'emploi du parfait petit employé de bureau. Ça s'est quand même vendu à 46 millions d'exemplaires. Les Japonais adorent ça. Les salarymen, alors salarymen, c'est le nom des personnes qui travaillent dans les bureaux, des hommes salaires qui viennent juste gagner leur croûte. Ils vont vraiment s'inspirer de ce manga pour savoir comment bien plaire au patron, quelles sont les bonnes méthodes à appliquer quand on va rencontrer des employés qui viennent de compagnies étrangères, et j'en passe. Au milieu, vous allez avoir Oshinbo. Oshinbo, c'est un manga sur la gastronomie. Le héros est un journaliste culinaire dont le patron à qui le patron a demandé de créer le menu ultime du Japon, à savoir que non seulement c'est délicieux, mais en plus ça représente parfaitement la gastronomie japonaise. Alors ce manga a commencé en 83, il a dû s'arrêter en 2014 parce que le personnage allait à Fukushima, il mangeait des plats de Fukushima, il se mettait à saigner du nez. Tollé total. Quoi, comment est-ce que vous osez dire ça 3 ans après les drames de la centrale. Le Premier ministre lui-même est intervenu. Imaginez un jour Emmanuel Macron qui arrive pour dire non, cette bande dessinée, c'est intolérable, ça ne peut pas exister, et l'éditeur l'a mise en pause. Donc là, ça fait 8 ans qu'on attend la suite, et on ne sait toujours pas quand elle arrivera, ni si elle arrivera. Et à droite, Yawara, qui est dans la médiathèque, je vous le conseille très fortement. Yawara, c'est les aventures d'une petite judoka qui est entraînée par son grand-père, parce qu'ils ont beaucoup d'ambition pour elle, pour qu'elle remporte une médaille aux Jeux Olympiques. Mais elle, l'entraînement de judoka, elle en a un peu rien à faire. Elle veut vivre la vie d'une jeune fille du Japon dans les années 80. Elle veut consommer, elle veut manger des glaces avec ses copines, elle veut aller chanter au karaoké. Et ça montre bien à quoi ressemble le Japon des années 80. Le Japon des années 80, c'est la grande avancée économique. Ça baigne, ils sont numéro 3 ou 4 des puissances économiques mondiales. Tout le monde va bien. Si vous lisez un manga comme City Hunter, alias Nicky Larson, vous verrez ça. Hein. Il n'y a que des hommes d'affaires corrompus. Le Japon croule sous le pognon, tout baigne. Arrivent les années 90. Alors, je vous ai parlé des séries télé, je vous ai parlé du cinéma. Maintenant, arrive le magnétoscope. Et donc, vont sortir ce qu'on appelle des Original Animation Video, OAV. C'est des films pour vidéoclub. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui ont un budget plus élevé qu'une série télé, moins élevé qu'un film cinéma, et on va louer ou acheter un épisode tous les 3-4 mois. Puis au bout d'un mois, quand on a les 6 cassettes vidéo, on a la série complète. Donc vous avez Bubblegum Crisis, Gunbusters, Lodos. On va avoir de la science-fiction, du space opéra, de l'heroic fantasy. Les genres vont se diversifier. Et là encore, on va se retrouver avec des produits qui vont être directement croisés avec le manga. C'est pour ça que j'ai parlé de Media Mix. Media Mix, plein de médias qui vont se mixer ensemble. Donc on peut retrouver un titre qui sort d'abord en manga, en série télé, et / ou en cassette vidéo, et / ou
au cinéma et / ou en jeu vidéo. Parce que si vous avez rapidement, je vais faire un très 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 bref historique avec quelques consoles mythiques. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Retro Gaming, qui vous expliquera ça bien mieux que moi, mais vous pouvez voir qu'il y a un véritable boom des consoles, ne serait-ce qu'avec la Game Boy en 89 et la PS1 en 94. Là, on a une explosion. Donc, on se retrouve avec tous ces supports différents qui vont avoir besoin du manga pour pouvoir promouvoir les titres. Deux exemples particuliers, hein, Pokémon. Je crois que si je vous dis à tous Pika Pika, vous savez de quoi je parle. Parce que Pokémon, vous pouvez l'avoir en jeu vidéo, vous pouvez regarder en série télé, vous pouvez l'avoir en jeu de cartes, vous pouvez l'avoir en manga. Et même les nouvelles itérations de Pokémon, hein, les noirs et blancs, les soleils et lunes, chaque fois, il y a un nouveau manga qui commence par rapport à ça. On les trouve en français aux éditions Kurokawa. Ou alors, vous avez Yu-Gi-Oh! C'est pareil, hein, Yu-Gi-Oh! Vous avez le manga, vous avez la série animée, vous avez le jeu de cartes. Et ce qui est formidable, par rapport à ces deux exemples, c'est que si vous ne savez pas comment battre tel Pokémon dans le jeu vidéo, si vous ne savez pas comment battre tel adversaire de Yu-Gi avec vos cartes, si vous lisez le manga ou si vous regardez la série animée, il y aura la réponse. Tout correspond, tout est bien imbriqué les uns avec les autres. Je vais parler beaucoup de garçons, années 90, il y en a aussi pour les femmes, notamment grâce à Sailor Moon. Sailor Moon qui va vraiment être un carton hors du commun. Pour l'anecdote, Sailor Moon, quand c'est sorti, l'éditeur Kodansha est allé voir Toei, qui produit des dessins animés, et ils ont fait en sorte que le premier épisode du dessin animé sorte quelques jours avant le premier chapitre du manga dans la revue Nakayoshi. Donc ça veut dire que là, la série animée servait de promotion au manga. Encore une fois, on est dans ce croisement média mix. Après, vous avez eu Angel Sanctuary de Kaori Yuki. Alors, les plus jeunes n'ont pas connu ça. Les années 95, fin des années 90, on avait la grande mode gothique, emo. Ça touchait surtout les filles. Angel Sanctuary, on est carrément là-dedans. Vous voyez le beau ténébreux qui se scarifie, on est vraiment là-dessus. Et en 96, Cardcaptor Sakura, là encore, les plus jeunes ne connaissent pas. Croyez-moi, sur M6, ça a été un carton. Et Cardcaptor Sakura, on est encore sur le schéma de la Magical Girl. Vous vous rappelez, on en parlait tout à l'heure, les petites filles qui peuvent se transformer pour pouvoir aller lutter contre l'adversité. Cardcaptor Sakura, 30, 40 ans plus tard, ça reproduit le même schéma et ça fonctionne toujours autant. Je reviens au Shonen Jump, la revue phare dont je vous parlais tout à l'heure qui circulait. Ils ont ce qu'on appelle des Big Three. Alors le Big Three, c'est les 3 titres les plus vendeurs. Donc vous avez Dragon Ball, dont on avait parlé tout à l'heure. Vous avez Slam Dunk, qui est une merveille, qui parle de basketball. Et vous avez Yu Yu Hakusho. Ces 3 titres ont vraiment porté le magazine pendant les années 90. Vous voyez les dates de fin. Yu Yu Hakusho se termine en 94, Dragon Ball se finit en 95 et Slam Dunk se finit en 96. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Parce que vous pouvez voir que là, on est en 96. À l'arrêt de ce trio de tête, les ventes du Shonen Jump vont chuter. Mais entre 96 et 97, on perd 2 millions d'exemplaires par semaine. Bon, alors, je vous rassure, en 94, on était quand même à 6,53 millions d'exemplaires par semaine. Hein, je vous rappelle, c'est des annuaires. Vous imaginez le volume que ça représente. Et donc, on a une chute qui va arriver. La chute va s'amortir ici, en 97. Il va y avoir une très légère remontée jusqu'en 99, puis ça va continuer à s'éroder. Est-ce que vous savez ce qui peut avoir arrêté la chute en 97 ? Je vous donne un indice, il y a le manga qui a circulé tout à l'heure. C'est One Piece. L'arrivée de One Piece en 97 va arrêter la chute du Shonen Jump. Et donc, on avait, dans les années 90, ces 3 titres qui étaient le Big Three du Shonen Jump. Dans les années 2000, le Big Three du Shonen Jump, ça va être One Piece, Naruto et Bleach. Et il y a une grosse différence entre ces 3 titres et ces 3 titres, tout du moins les 2 de gauche. C'est que dans Dragon Ball, on va avoir des personnages qui veulent avant tout sauver l'humanité des menaces. Dans Slam Dunk, on va avoir une équipe qui veut gagner ensemble. Et dans Yu Yu Hakusho, à nouveau, on a un groupe de 5 personnages, bon là il n'y en a que 4 qui sont représentés, qui veulent protéger l'humanité des menaces démoniaques du monde inférieur. Alors que, dans les années 2000, on va avoir des héros beaucoup plus individualistes.
One Piece, c'est un garçon qui veut devenir le roi des pirates. C'est ça son objectif. C'est pas de sauver le monde. Son objectif premier, c'est de devenir le roi des pirates. Naruto, son objectif, c'est de devenir le plus grand des Hokage, le plus grand des chefs ninja. Donc vous voyez, l'ambition devient complètement différente. On a une ambition qui est beaucoup plus je veux grimper en haut de l'échelle et non pas je veux protéger les gens autour de moi. C'est symptomatique de la crise qui apparaît. Alors, vous voyez que je vous avais montré là en rouge la chute du Shonen Jump. C'est valable pour les autres magazines. Là, vous avez le Shonen Magazine qui est lui aussi en chute, le Shonen Sunday, les Shonen Champion. Tous les magazines voient leur vente qui commence à tomber. La faute aux consoles de jeux portables, la faute aux téléphones portables, parce que ces magazines étaient majoritairement consommés dans les transports en commun par les jeunes, quand ils allaient en cours. Le mercredi, pour la majorité de ces magazines, ils passaient à la supérette, ils dépensaient 2-3 euros, ils achetaient un magazine, ils lisaient dans le train, et généralement ils le laissaient dans le train quand ils repartaient. Et je peux vous le dire, parce qu'à cette époque-là, j'allais au Japon, il y avait les SDF qui ramassaient les magazines et qui les revendaient à la sortie du collège. Comme ça, ils les vendaient moitié prix. Ce qui fait que les petits jeunes qui ne l'avaient pas acheté à l'aller, ils l'achetaient pour le retour moitié prix, et hop, les SDF, ils se mettaient un petit peu de blé dans la poche. Donc ce qui veut dire que non seulement les titres étaient tirés à plusieurs millions d'exemplaires, mais chaque volume était lu par plusieurs personnes. Donc vous imaginez le nombre de millions de lecteurs que ça représente en tout. Et pourtant, ça chute. Donc les éditeurs vont chercher des méthodes pour éviter cette chute. Ils vont commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le manga aille mieux ? On avait vu qu'il y avait des femmes qui avaient travaillé dans le shonen. On va appeler plus de femmes pour travailler dans le shonen. Donc à gauche, Inuyasha, c'est toujours Rumiko Takahashi, l'auteur de 200 millions d'exemplaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ranma 1,5, etc. Elle est toujours présente. On va avoir Fullmetal Alchemist qui va être dessiné par une femme. On va avoir Dick Grayman qui va être toujours dessiné par une femme. Et Black Butler qui est un shonen beaucoup plus féminin dans son approche, avec une relation très ambiguë entre le majordome et son jeune maître, qui va beaucoup plaire à toute une frange féminine qui va se mettre à acheter des magazines pour garçons. Ça, c'est une première solution pour essayer de relancer la machine. Donc, on n'hésite pas à faire appel aux femmes pour s'adresser aux jeunes garçons. Deuxième chose, on parle à des adolescents, on va flatter leurs bas instincts. Et donc, va arriver ce qu'on appelle le harem manga. Alors, le harem manga, on a un héros, puis autour de lui gravitent des jolies filles avec des caractéristiques physiques ou psychologiques différentes. Alors vous allez avoir la jeune fille extrêmement revêche au premier abord, mais qui finalement cache un grand cœur. Vous allez avoir la jeune fille extrêmement frivole qui n'en a rien à faire. Vous allez avoir la timide très réservée. Vous allez avoir la maladroite. Vous allez avoir la première de la classe. Vous voyez, tous ces clichés, tous ces schémas de personnalité vont être produits, et de même, vous allez avoir des clichés et des schémas physiques. Donc il va y avoir des grandes, il va y avoir des petites, il va y en avoir avec des cheveux courts, avec des cheveux longs, avec des lunettes, sans lunettes, avec des gros seins, avec des petits seins. Sur certaines séries, on peut vraiment apprendre son alphabet avec le bonnet des soutiens-gorge des héroïnes. C'est terrifiant. Donc le premier, c'est Lovina, qui est tout à gauche, qui reste encore très gentil. Au milieu, vous avez Ichigo 100%, et à droite, vous avez Rosario Vampire. À votre avis, sur ces trois, lequel est dessiné par une femme ? Est-ce que vous pensez que c'est celui de gauche ? Est-ce que vous pensez que c'est celui du milieu ? Est-ce que vous pensez que c'est celui de droite ? Alors, on est ex-aequo avec une voix chacun, beaucoup d'abstentionnistes ici. C'est celui du milieu qui est dessiné par une femme. Voilà. C'est une femme. Elle sait ce qui va plaire aux garçons. Donc ça va cartonner. À côté de ça, en miroir un petit peu, du côté des shoujo, on va arrêter d'avoir des héroïnes qui sont un petit peu sirupeuses, qui sont un petit peu mièvres, qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas quoi faire, et on va avoir des héroïnes de plus en plus fortes. Donc vous avez Nana. Alors Nana, ça a été un triomphe, puisque c'est deux jeunes filles qui s'appellent toutes les deux Nana, qui montent à la capitale en même temps, elles prennent le train, elles se retrouvent côte à côte. « Oh, tu t'appelles Nana, je m'appelle Nana aussi ». Le train est bloqué par une tempête de neige, elles se retrouvent à discuter, elles vont finir colocataires. Celle de droite, c'est une petite oie blanche, qui rêve de Tokyo, qui rêve des beaux gosses, qui rêve d'être bien habillée. Et celle de gauche, comme vous voyez, c'est une espèce de petite punkette. Et l'une et l'autre sont tellement complémentaires qu'elles vont vraiment se soutenir.
on va vraiment avoir cette espèce de sororité qui va être très développée dans Nana et qui montre aux filles que n'hésitez pas à faire appel à vos copines, ensemble vous pouvez avancer, vous n'avez pas forcément besoin d'un garçon pour pouvoir progresser dans la vie. Au milieu, on a Fruit Basket. Alors, Fruit Basket, il y a beaucoup de débats dans le milieu. Est-ce que l'héroïne est une cruche ou pas? C'est vrai qu'elle est assez nunuche, mais c'est quand même quelqu'un qui réussit à avancer en étant toujours positive et toujours gentille avec tout le monde. Elle ne fait aucune crasse à aucun moment, et c'est la preuve que la gentillesse peut être une force. Or, c'est quelque chose à l'adolescence qui est difficile à comprendre, parce que quand quelqu'un vous a fait une crasse, vous n'avez qu'une envie, c'est pouvoir lui rendre l'appareil, voire pire. On est très souvent dans l'escalade. Là, non, c'est vraiment un manga qui va privilégier la gentillesse comme étant une force. Et enfin, à droite, vous avez Switch Girl, qui est un manga formidable. C'est une jeune femme, comme vous pouvez le voir sur la moitié de droite. Quand elle va à l'école, elle est propre sur elle, elle est parfaite, c'est la première de la classe, c'est la déléguée des élèves, toujours tirée à quatre épingles. Dès qu'elle rentre chez elle, elle se met en vieux jogging informe, elle va se gratter sous le jogging avec sa mère, elle part en sandales pour pouvoir aller faire les soldes au supermarché du coin et espérer avoir la promo sur le concombre. Et il faut qu'elle réussisse à switcher entre ces deux personnalités. La personnalité publique où elle est toujours parfaite sur elle et la personnalité privée où elle se laisse aller. Et c'est pour montrer aux filles que oui, vous pouvez vous laisser aller chez vous, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'être parfaite tout le temps. Donc il y a ce message qui va vraiment renforcer la personnalité des jeunes filles. L'Occident est de plus en plus présent, là encore, pour pouvoir à nouveau renforcer le manga. Donc là, on va s'inscrire encore dans le shonen. Vous avez Negima, Solitaire et Blue Exorcist. Vous voyez que c'est entre 2000 et 2010. Alors, Negima, c'est un petit garçon qui va à l'école des sorciers. Solitaire, ça se passe dans une école avec des sorciers qui matérialisent des armes. Et Blue Exorcist, c'est une école d'exorcistes qui matérialise des sorts pour se battre contre les démons. Est-ce que vous avez compris d'où ça venait comme influence entre 2000 et 2010? Non? Oui? J'ai entendu. Oui, Harry Potter. Harry Potter a fait un tel ravage mondial, ça a tellement cartonné au Japon, qu'on a plein de mangas qui se sont inspirés de Harry Potter pour pouvoir surfer sur cette vague. Donc là, encore une fois, vous avez vu la crise, vous avez vu à quel point les magazines, les ventes s'effondrent, donc on cherche par tous les moyens à pouvoir relancer la machine. On va arriver en 2010. Le Japon dans les années 80, l'économie à fond les ballons, années 90, explosion de la bulle immobilière. On parle, entre les années 90 et les années 2000, on parle au Japon, économiquement, de décennies perdues. Et cette crise perdure dans les années 2000. Et cette crise perdure dans les années 2010. Le Japon, financièrement, est vraiment englué. Et cette crise, elle se sent économiquement, mais elle se sent sur plein d'autres facteurs, plein d'autres vecteurs, et le manga va se faire un reflet de cette crise. Donc vous allez avoir l'Attaque des Titans, dont je vous parlerai un peu plus en détail à la fin de cette conférence. Assassination Classroom, qui est un gros carton dans cette médiathèque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Assassination Classroom, c'est un extraterrestre extrêmement puissant qui vient d'arriver sur Terre, qui est très dangereux, qui a une puissance hors du commun. Et lui, son but, c'est d'enseigner à des élèves. Donc il enseigne à des jeunes élèves. Ces élèves ont pour mission de l'abattre avant la fin de l'année scolaire, sinon il détruira la Terre. Et donc on a toute cette relation ambiguë entre le prof et les élèves qui synthétise la crise qu'il y a à l'école. Parce que les élèves, ils sont là, ben ouais, c'est cool, je vais à l'école, je travaille, j'ai des bonnes notes, mais si c'est pour avoir un job pourri parce qu'il n'y a plus de boulot à l'heure actuelle, parce que c'est la crise, à quoi bon? Donc Assassination Classroom, sous son côté un peu ludique, un peu fantasmagorique avec cet extraterrestre, c'est un reflet de la crise, de la défiance qu'ont les élèves envers les professeurs. À droite, vous avez Last Hero Inuyashiki. Le héros est un petit vieux qui se retrouve avec des armes de cyborg, il a des mitraillettes dans les bras, etc. Et là, on va avoir comment est traitée la vieillesse au Japon. Vous savez que le Japon vit une grave crise démographique. Il y a de moins en moins de personnes pour pouvoir soutenir les personnes de troisième âge dont la durée de vie ne cesse de s'allonger. Donc, il faut bien payer les retraites, mais s'il y a de moins en moins d'actifs pour pouvoir financer les retraites, comment est-ce qu'on fait? Et donc, ce manga reflète parfaitement la crise que vivent les personnes du troisième âge au Japon. Et enfin, tout à droite, un dernier succès du Jump, The Promised Neverland, où on va avoir des enfants dans un orphelinat,
qui vit avec une espèce de nourrice victorienne qui est très gentille avec eux, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, ils sont élevés comme du bétail pour nourrir d'affreux monstres qui n'ont qu'une envie, c'est les boulotter. Donc, les gamins vont s'enfuir de l'orphelinat et essayer de survivre tant bien que mal. Là, on est sur le côté, y a-t-il un avenir pour le Japon à l'heure actuelle? Voilà. Donc, on se retrouve avec cette crise qui va se refléter à travers des histoires, certes, encore une fois, fictionnelles, mais on sent bien tout ce problème. C'est toujours la crise du manga. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir relancer la machine? On s'appuie sur des valeurs sûres, on va faire des suites, on va faire des spin-offs, donc des séries dérivées. Donc, chez Kodansha, on va reprendre GTO, qui avait été un grand carton dans les années 90. Dragon Ball revient avec Dragon Ball Super en manga, dessiné par un autre dessinateur, mais il y a toujours la licence Dragon Ball. Et on sort Boruto, qui est l'histoire du fils de Naruto, pour pouvoir continuer de tirer sur une licence qui rapporte, parce que ça va pas bien et il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Dernière option encore, on va chercher des gens sur Internet, parce que ça, je n'en ai pas parlé encore, mais Internet s'est développé. Il y a des sites comme Pixiv, sur lesquels il y avait 10 millions d'abonnés sur Pixiv. Donc ce sont des personnes, un peu comme un Facebook ou un Twitter, ou Instagram, mais où on vient présenter ses œuvres. Donc c'est des dessinateurs qui proposent des illustrations, des mangas, et parmi eux, il y en a un qui s'appelle One. Alors, il dessine pas super bien, mais il a un véritable sens de l'histoire, il a un véritable sens du rythme. Donc il a fait un truc qui s'appelle Mob Psycho 100, ou Mob Psycho 100 en français. Donc vous voyez, au niveau du style du personnage, son trait encore assez brouillon et maladroit. C'est extrêmement drôle. Et ça cartonne tellement, ce qui fait qu'il y a une autre série qu'il a faite qui s'appelle One Punch Man, qui va être reprise par un dessinateur génial, M. Murata. Donc là, à droite, c'est le même dessinateur qui a créé ça. Et il y a un véritable mangaka professionnel qui a repris l'œuvre, qui a tout redessiné, mais de manière beaucoup plus stylée. Et on va faire un bref retour en arrière. Vous voyez le personnage d'Anne Panman ici? Avec son espèce de pyjama rouge, ses gants, ses bottes jaunes et son crâne lisse de brioche. Hop! Ah bah lui, il est jaune avec des gants rouges et il a un crâne lisse. Et il s'appelle One Punch Man et pas Anne Pan Man. Ça y est? Vous avez le truc? Donc comme quoi, les mangas de 2010 peuvent s'inspirer de titres pour enfants des années 70. Tout se recoupe. Et encore à droite, ça c'est formidable, je n'ai pas vu s'il était dans le fond ici, s'il n'est pas dans le fond, Médiathèque, investi dedans, ça s'appelle Otaku Otaku, et c'est comment est-ce que des fans de pop culture, des otaku, peuvent vivre des belles relations amoureuses. C'est très très drôle, c'est très bien écrit, et Fujita s'est fait connaître par Pixiv. Et donc c'est un éditeur qui a vu ce qu'elle faisait, qui l'a contacté pour pouvoir ensuite le publier en papier. Ça, Otaku Otaku, c'est pas passé par un magazine, comme vous avez. C'est passé par une plateforme web, puis en volume relié. Et donc, je vous parlais d'Internet. Oh, un beau graphique. Oh, ça fait peur. En jaune, tout en bas, vous avez les ventes de volumes reliés. En bleu, vous avez les ventes de magazines. Et vous voyez bien que les ventes de magazines, ça me nuise. En 96, on était à 330 milliards de yens. En 2020, on est à 55 milliards de yens. Vous voyez à quel point ça fond. Par contre, regardez en vert. Ce qui grossit là, depuis 2014, c'est les mangas numériques et les magazines numériques. Les éditeurs ont bien compris que le papier, ça ne marchait plus. Et franchement, vous êtes dans le métro. Vous voulez lire entre ça à la main et ça. Qu'est-ce qui est le plus pratique à porter? C'est clairement ça. Donc les jeunes lisent maintenant sur téléphone portable. Par conséquent, depuis 2014 à peu près, les éditeurs ont développé des plateformes numériques. Le Jump, donc, que vous avez en papier, il y a une version qui s'appelle Jump Plus. Et l'avantage de ces versions numériques, c'est qu'on retrouve les séries du Jump en papier, mais on peut également développer de nouvelles séries alternatives. On n'est pas trop sûr. Est-ce que ça vaut la peine d'investir de l'encre, du papier dans un magazine qui coûte cher? Là, c'est gratuit. Enfin, c'est directement numérique. Donc,
il y a plus de séries qui sortent sur le Jump Plus que dans le Jump papier. Et c'est valable pour les équivalents du Morning et du Sunday, hein. Et à mon goût, en tant que journaliste qui bouffe du manga depuis plusieurs décennies, à l'heure actuelle, les titres les plus intéressants d'un point de vue au niveau du scénario, au niveau de ce que ça raconte, on les trouve dans le Jump Plus. Comme quoi, il y a vraiment une bascule qui est en train de se faire. Alors, vous avez vraiment de la chance, parce que ça, ce graphique, il est sorti il y a une semaine. Là, je vous l'ai sorti tout chaud du chapeau pour cette conférence. En 2021, le marché du manga représente 675,9 milliards de yens. 1000 yens, ça fait 8 euros. En gros, ça fait 5,2 milliards d'euros. Je répète, 5,2 milliards d'euros. C'est 40% du marché du livre au Japon. Parce que vous voyez bien ce que ça... les grosses avancées qu'on va avoir par rapport à ça, c'est que dans les années 2010, on va briser les tabous. Donc pendant très longtemps, le Japon est un pays extrêmement en retard sur l'intégration des personnes LGBT. Vraiment, c'est pas très gay-friendly. Eh bien, c'est en train de changer. Donc vous allez avoir un manga qui va s'appeler Le mari de mon frère, tout est dit dans le titre, où un Japonais va recevoir chez lui le mari canadien de son frère décédé. Donc avec qui il va rencontrer une personne homosexuelle avec qui il va cohabiter et découvrir un peu plus sur cette communauté sur laquelle il avait tous les clichés qu'ont les Japonais. Justement, ces clichés vont être brisés les uns après les autres. Blue Flag, qui est très très bien, qui est un triangle amoureux avec des crushs homosexuels, des crushs hétérosexuels qui vont être traités avec la même justesse et le même respect. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est un gros carton. Ça vient du Jump Plus. Vous voyez, comme quoi il y a ces évolutions grâce aux plateformes. Et enfin, Boys Run the Riot, qui sort dans un mois chez Akata. Là, vous avez la couverture en exclusivité. Vous voyez le personnage qui est ici. En fait, il a été assigné garçon à sa naissance, mais il se sent fille. Et il va faire en sorte de devenir une espèce de petit délinquant. Il va se frotter avec d'autres délinquants qui vont finir par admettre que, ouais, il peut être habillé en fille, ça n'empêche pas qu'il va contre les autres. Autre chose qui évolue dans le marché en 2010 avec le numérique, il va y avoir une évolution des mentalités. Je vous avais dit que le shonen se féminisait un petit peu au fur et à mesure. Néanmoins, le Shonen Jump, donc le magazine pilier, 6 millions d'exemplaires vendus dans les années 90 par semaine, le Shonen Jump, depuis le début de sa création, ça a toujours été des hommes japonais qui dessinaient pour des jeunes garçons japonais. Eh bien, depuis quelque temps, le Shonen Jump, il y a des femmes qui vont dessiner pour les garçons. À droite, Demon Slayer a été dessiné par une femme. C'est une des meilleures ventes du Jump de ces derniers temps. On en est à plus de 150 millions d'exemplaires à l'heure actuelle. Dr Stone est dessiné par un Coréen et non plus par un Japonais. Et c'est un gros carton de vente là aussi. Et enfin, My Hero Academia, c'est un manga, mais dont l'intrigue et les personnages renvoient directement aux super-héros américains. On est bien bien loin de ce qui fait d'habitude la culture japonaise. Pourquoi ? Vous avez vu les films de Marvel Cinematic Universe, à quel point ça triomphe partout dans le monde. C'est normal que ça cartonne. Petit bonus pour finir. Alors là, vous voyez, j'ai pas pu mettre le nouveau. On avait dit que c'était 6,7 maintenant aujourd'hui, 670 milliards d'euros de yens au Japon, donc 5 milliards d'euros. En France, on est le deuxième pays consommateur de manga après le Japon. On a été doublé par les États-Unis. On est redevenu deuxième. Cocorico. Le marché du manga en France en 2021, total, représente, allez, je vous l'arrondis au supérieur, à 200 millions d'euros. Donc au Japon, c'est 5,2 milliards d'euros. Au Japon, c'est 200 millions. Vous voyez la différence de proportion que c'est ? Donc si jamais vous entendez des gens qui disent « Oui, si la France elle est envahie par les mangas, c'est parce que les Japonais ils veulent tout faire pour nous imposer leur culture. » 200 millions d'euros par rapport à 5 milliards.
Ils s'en foutent un peu. Enfin, 200 millions, on prend, hein, on va pas cracher dessus. Mais non, l'exportation n'est pas le nerf de la guerre. Le marché japonais est largement autosuffisant. Si ça marche en France, c'est parce que ça nous plaît. Pourquoi ça nous plaît? Voilà. Pourquoi ça nous plaît? Tout simplement parce que qui peut me dire l'âge de Lucky Luke? Qui peut me dire l'âge d'Astérix? L'âge de Tintin? L'âge de Gaston Lagaffe? Qui peut me dire l'âge de Sangoku? Ah, au début, Dragon Ball, il a 9 ans. Naruto, au début, Naruto, il a 9 ans. Luffy, au début, il a 10 ou 11 ans. Et le personnage, il va grandir année après année. Le lecteur qui commence Naruto quand il a 9 ans, chaque année, il va grandir avec Naruto. Exactement comme Harry Potter, qui d'année en année vieillit au fur de ses aventures. Et ça, c'est quelque chose que la bande dessinée franco-belge n'offre pas aux jeunes lectorats. De même, vous connaissez beaucoup de bandes dessinées franco-belges qui s'adressent à un public féminin. En règle générale, le BD franco-belge, c'est pour les vieux croutons de 50, 60 ans à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup de BD. Il y en a une qui est très bien qui s'appelle Lou. Si vous n'avez pas lu Lou, lisez Lou, c'est formidable. Mais sinon, il n'y en a pas des tonnes. Là, vous avez vu, vous avez fait passer un magazine, il y en a je ne sais pas combien de... Et c'est un magazine. Au Japon, on n'a pas honte de faire de la BD pour filles. Par conséquent, les jeunes filles en France, elles lisent du manga. C'est de la BD qui leur correspond. On n'a pas ça. Donc, il ne faut pas s'étonner que le manga cartonne autant en France. On va faire une toute petite pause là dans la conférence avant de finir pour que je vous parle de l'Attaque des Titans, puisque vous allez avoir une super projection juste après. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si oui, levez-la. Voilà. Oui, par rapport aux plateformes numériques au Japon, ma question c'était est-ce que c'est publié sous forme de scan ou est-ce qu'il y a un format différent comme en ce moment apparaît le webtoon par exemple de Corée du Sud? Est-ce que les Japon s'inspirent du format sud-coréen? Alors, je vais juste répéter parce que je ne suis pas sûr que vous ayez entendu. Mais je répète justement. Donc la question c'était, est-ce que c'est publié sous forme de scan ou bien est-ce que c'est publié sous une forme de support particulièrement adapté à la lecture en ligne, comme font les webtoons coréens? Pardon. C'est bien ça? Alors, c'est publié sous forme de scan. Le webtoon coréen, le webtoon coréen, c'est vraiment, les Coréens ont fait en sorte qu'on lise en scrollant. Et c'est une espèce de gigantesque bande verticale avec une mise en page qui est vraiment prévue pour la lecture sur smartphone. Non, là, c'est page après page. Mais par contre, le gros avantage pour ça, c'est qu'avec le page après page, ils peuvent les traduire. Donc il y a eu un gros problème, je pense que certains parmi vous lisent des scans, c'est quelque chose qui nuit à l'édition au Japon. Les éditeurs en ont bien conscience, mais si ça nuit, c'est parce qu'eux ne proposaient pas cette démarche d'aller vers le lectorat international. Encore une fois, 200 millions, ça fait 5 milliards. Et donc, Jump Plus, par exemple, la plateforme, on peut trouver les titres en japonais, on peut trouver des titres en anglais, on peut trouver des titres en espagnol, on peut trouver des titres en russe, et maintenant quelques titres également en français. Donc par exemple, si vous voulez lire les derniers chapitres de One Piece, il n'y a pas besoin d'aller les lire en scan, vous pouvez les lire légalement sur l'application qu'a fournie Shueisha, et l'éditeur Glénat propose un équivalent. Donc c'est en train de se développer pour avoir des traductions françaises simultanées. Mais en tout cas, non, c'est pas comme le webtoon, c'est vraiment page après page comme en scan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai le micro. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il est crédible d'imaginer dans les prochaines années que le manga... En fait, vous expliquez que la BD franco-belge a un peu disparu aujourd'hui et en même temps, elle se renouvelle pas depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'avec notamment le support numérique, on ait quelque part un croisement entre le manga, les comics américains et peut-être un nouvel essor de la BD franco-belge? J'ai vu qu'il y avait déjà des Batman exclusivement en webtoon. Et il y a plein d'autres exemples qui montrent que ça tend à se croiser. Il y a la résurrection de Métal Hurlant qui prend des auteurs du monde entier. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Alors, c'est crédible. Le seul point noir que je vais mettre par rapport à ça, et c'est un énorme point noir, ça vient des Japonais. Les ayants droit japonais sont extrêmement frileux quand ils ont une licence qui rapporte. Ils n'aiment pas la fournir comme ça. Ils ont du mal à travailler avec les étrangers encore. Ils sont vraiment dans un carcan très, 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 très japonais. En revanche, ça n'empêche pas des auteurs occidentaux
qui ont complètement digéré les influences du manga, les influences du comics, les influences du franco-belge, de mixer tout ça et de le proposer de manière numérique. Vous avez Dailytoon. Dailytoon, ils ont publié notamment Last Man à une époque. Sur Dailytoon, on trouve beaucoup de productions de ce genre-là. À l'heure actuelle, c'est une portion congrue. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais au fur et à mesure, ça va grandir. Regardez, hein, je reviens sur... vous voyez, au début, le numérique, c'était vraiment une portion congrue et il a fallu même pas 10 ans pour que ça grossisse. Donc c'est tout à fait probable. Et je pense que si le vent tourne, les Japonais seront obligés, bien malgré eux, de devoir changer leur logique de travail pour s'y adapter. Donc à l'heure actuelle, c'est un frein. C'est qu'une question d'année avant que ce frein se lâche, et ça va vraiment dépendre du succès. Mais c'est émergent en tout cas à l'heure actuelle. Oui, vraiment. Merci. Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'ayez pas peur. Alors, attendez. J'ai vu qu'il y avait des adaptations de Disney en manga. Oui. Et je me demandais si c'était possible que les Harry Potter ou les comics Marvel ou DC pouvaient être adaptés en manga. Alors, pour ce qui est de Disney, oui. En ce moment, il y a Twisted Wonderland qui est adapté en manga. En fait, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Twisted Wonderland qui me cartonne, donc il est adapté en manga. Il faut savoir que Disney est particulièrement bien implanté au Japon. Je vous rappelle, hein, il y a eu l'influence américaine qui s'est posée là-bas. Il y a 2 Disneyland à Tokyo. Disney Sea, qui est d'ailleurs le meilleur parc d'attractions du monde. Et pour répondre à votre question concernant les Marvel d'ici, ça a déjà été fait. Il y a par exemple un Batman qui a été fait par Kiya Asamiya. Il y a... comment il s'appelle? Blam. L'auteur de Blam, de Sidonia... Tsutomu Nihei, l'auteur de Blam et de Sidonia, qui a réalisé un comic sur Wolverine, qui s'appelle Snicked. C'est le bruit que font les griffes de Wolverine quand elles sortent. Donc oui, Marvel, il a tout intérêt d'avoir des mangas qui sont développés par rapport à ses productions, parce que le Marvel Cinematic Universe, je me rappelle, quand c'était Endgame, vous vous souvenez de Avengers Endgame, j'ai vu la liste des box-office de tous les pays quand il est sorti, et vous voyez États-Unis, Avengers Endgame, France, Avengers Endgame, Angleterre, Allemagne, Endgame, Italie, Endgame, Australie, Endgame, Russie, Endgame, Japon, Détective Conan. Voilà, ils aiment bien Marvel, mais il y a encore une fois la production nationale qui dépasse. Donc ils ont tout intérêt. Mais en règle générale, ça reste vraiment des tout petits spin-offs qui sont destinés au marché national, un petit peu des plus produits promotionnels, plus qu'une véritable sortie. Néanmoins, Stan Lee, avant sa mort, il a travaillé avec le dessinateur de Shaman King pour faire un manga qui s'appelait Ultimo, qui avait beaucoup d'influence comics, parce que c'était Stan Lee. Donc, on arrive à une période où il y a des créateurs de bandes dessinées américains qui n'hésitent pas à dire tout l'amour et l'influence qu'ils ont, enfin, tout l'amour qu'ils ont pour le manga et l'influence que ça a sur leur travail. À l'inverse, il y a les dessinateurs de manga qui n'hésitent pas à clamer, où est-ce qu'il est, My Hero Academia, tout l'amour qu'ils ont pour le comics. C'est en train de se croiser. Maintenant, il faut juste qu'il y ait des éditeurs qui fassent des contrats entre eux, et ça, là, c'est ça le problème. C'est qui va prendre la licence de l'autre. Par exemple, est-ce que c'est Shueisha qui va faire un comics de Spider-Man, et comment est-ce qu'on répartit les droits? Ou bien, est-ce que c'est Marvel, c'est Shueisha qui va faire un manga de Spider-Man et on répartit les droits? Ou bien, est-ce que c'est Marvel qui va faire un comics Dragon Ball et on répartit les droits? C'est un petit peu compliqué, mais c'est en train d'arriver. Là, ça arrive par la bande de Netflix. Comme le billard, hein, quand je parle de bande. Netflix, il nous prépare une série live de One Piece. Donc si on peut faire des séries live d'un manga, pourquoi il ne pourrait pas y avoir la déclinaison en comics? C'est envisageable, mais là, encore une fois, c'est super compliqué, et c'est, encore une fois, le problème de schémas de travail qui ne sont pas du tout les mêmes entre les Japonais et les Occidentaux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? On va dire que oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si est-ce que c'était le créateur d'Astro le petit robot là qui avait créé le look qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les mangas, c'est-à-dire les grands yeux, etc. Et est-ce que ça a tendance à disparaître ce look-là, à avoir des choses un peu plus différentes? Voilà. Est-ce que c'était lui le créateur qui a impulsé tout ça et est-ce que ça continue à être la norme? Alors, oui, c'est tout à fait lui. D'ailleurs, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, donc merci beaucoup, ça me permet de rattraper un oubli. Osamu Tezuka était un fan de Walt Disney, mais un passionné de Walt Disney, et la légende voudrait qu'il ait vu 80 fois Bambi. Et pour ceux qui ont vu Bambi, vous voyez les yeux de Bambi? D'ailleurs, des fois on le dit dans... Vous voyez les yeux de la moufette? Ils sont gigantesques, parce que ça permettait de faire passer les émotions des animaux. Eh ben, c'est pour ça qu'il a repris ce concept d'yeux énorme pour faire passer les émotions, qu'on va retrouver dans la majorité de ses œuvres, et que vont reprendre tous les autres mangaka. Comme je vous l'ai dit, il y a une petite dizaine de jeunes gens qui sont venus, qui ont travaillé sous son aile, qui ont repris tous ces codes, notamment graphiques, avec les grands yeux, et c'est pour ça que c'est resté. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours, néanmoins, ça n'empêche pas certains auteurs d'aller complètement à contre-courant de ça. Et notamment Katsuhiro Otomo, dans Akira. Pour la première fois dans Akira, on avait des Japonais avec un vrai look de Japonais, avec des yeux bridés, avec des pommettes relevées, parce qu'ils voulaient faire quelque chose extrêmement concret et réaliste. Donc, il y a plusieurs écoles. Pareil, pour le Gekiga dont je vous parlais, le truc pour les mangaka, pour les ouvriers en col bleu qui sont très très sociétaux, on est sur des personnages qui sont de manière plus réaliste, qui ne vont pas avoir des grands yeux expressifs, parce qu'on n'est pas dans cette démarche. Mais donc, oui, c'est bien Tezuka. En fait, à l'origine, c'est presque Disney à qui on doit les grands yeux des mangas. Et le style graphique, c'est un petit peu dilué, mais on le retrouve encore. Vous voyez, hein, Otaku, ça date d'il y a quelques années. Naruto, Boruto, ils ont encore des grands yeux. Là, on retrouve, Dragon Ball, ça date un petit peu. The Promised Neverland, on va encore retrouver les grands yeux. Donc, c'est vraiment ancré dans l'ADN du manga. D'ailleurs, si jamais vous voulez un jour vous frotter à faire votre propre manga, vous jetez au feu toutes vos méthodes dessinées manga et vous achetez le livre de Tezuka sur comment créer un manga, parce qu'il va vous expliquer que c'est avant tout créer des personnages, créer une histoire, puisque le manga, c'est un art de la narration. J'ai lu certains mangas au Japon, c'est d'une laideur graphique, on ne pourrait jamais sortir ça en France, c'est génial, c'est vraiment passionnant. Parce qu'on est pris par l'intrigue et c'est vraiment un énorme... c'est un voyage. Alors que les éditeurs français vont vous dire, le lecteur français, il cherche avant tout un beau dessin. Donc ce qui fait qu'on n'a pas la même perception, encore une fois. Le manga, c'est la narration au Japon. Chez nous, on a quand même un côté esthétisant qu'on recherche. Bref, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ben, c'est parfait. Allez, une dernière, si jamais il y a une dernière. Oui, et puis après, on va... Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du webtoon. Oui. De Demon Slayer, on va prendre ça comme exemple. Vous dites qu'un webtoon ne peut pas être d'animé. Par exemple, Demon Slayer ne peut pas avoir de webtoon. Oui, Demon Slayer ne peut pas avoir de webtoon. Demon Slayer, c'est un manga page par page. Il n'y a pas le principe de scrolling comme le webtoon avec une mise en page qui est vraiment prévue pour que, hop, on fait glisser avec le pouce vers le haut. Oui, mais dans les scans, moi, pourtant, c'est ça que j'ai. Quand on regarde des scans, il y a ça. Alors qu'on regarde des scans, si vous regardez bien, normalement, il y a toujours une petite limite entre les pages qu'on ne va pas retrouver. Le webtoon a vraiment ce principe de long bandeau. Et d'ailleurs, si vous achetez les... comment ça s'appelle? C'est K-Books, je crois, chez Delcourt. Ils ont sorti Solo Leveling, entre autres, et 2-3 autres titres qui sont tirés de webtoon. Ils ont dû s'arracher les cheveux pour pouvoir retailler les cases et les remettre de façon à ce que ça puisse être lu page par page. Ils ont fait eux-mêmes un travail de mise en page pour adapter un webtoon qui est vraiment une énorme frise verticale à un truc de page par page. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire par rapport au scan. Et en fait, ça va dépendre du site pirate sur lequel vous allez lire vos scans,
Parce qu'il y a des sites pirates qui vont les faire descendre comme ça, et d'autres qui vont les faire glisser de gauche à droite. C'est en fonction de leur structure. Donc non, il n'y a pas de webtoon de Demon Slayer, mais voilà, je comprends très bien votre question. D'accord. Et vu que je suis pas venue tout à l'heure parce que j'ai pas pu, mais je suis venue dès que je pouvais, est-ce que vous avez dit c'était lesquels les premiers mangas? Alors, voilà, on était par là. Les premiers mangas, c'était Tezuka, à l'origine, et puis les descendants de Tezuka. Donc, vous les avez ici. Alors, attention, quand je dis les premiers mangas, j'appelle ça les mangas modernes, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le terme manga en tant que tel, c'est Hokusai, vous savez, celui qui a fait la vague, qui a mis ça dans le 19e pour dire image dérisoire. Et en fait, il vendait ses carnets de croquis pour ceux qui voulaient étudier le dessin. Et comme ce n'était pas des images finies, sérieuses, qu'on peut accrocher au mur, mais des images un peu dérisoires pour que les gens puissent s'entraîner dessus, c'est de là que vient le terme manga, et c'est pour ça que ça a été repris ensuite. Et donc, ça apparaît après les années 50. Et là, vous avez vraiment les pionniers. Et D'accord, si vous merci. pouvez faire parvenir le livre à couverture marron un peu rigide à la jeune fille, elle pourra voir La Nouvelle Île au Trésor. Je ne sais pas où il est rendu. Si vous pouvez le lui apporter, ce serait très gentil, s'il vous plaît. Et donc, après ce petit récapitulatif, nous allons parler de l'attaque des Titans, dont vous allez avoir une projection merveilleuse du récapitulatif des 13 premiers épisodes, L'arc et la flèche écarlate. L'attaque des Titans, donc c'est un manga en 34 tomes sorti entre 2009 et 2021, qui a été prépublié dans le Besatsu Shonen Magazine. Alors, Besatsu Shonen Magazine, en fait, c'est un mensuel. Vous avez le Shonen Magazine, là, qui circule depuis tout à l'heure, c'est celui avec la photo d'une jeune fille en couverture. Et tous les mois, ils sortent un autre pavé encore plus épais, et qui est consacré à toutes les séries qui sont un petit peu fantastiques. Voilà, là on est vraiment sur les séries fantastiques. Il n'y aura aucune aventure de lycéen qui a des problèmes avec sa famille. Non, non, c'est vraiment des... c'est plus de 100 millions d'exemplaires qui sont vendus à travers le monde en une douzaine d'années, dont 4,5 en France. C'est juste énorme. À l'heure actuelle, il y a plus d'1 million d'exemplaires de tous les tomes, enfin tous les tomes réunis, il y a plus d'1 million d'exemplaires qui sont en librairie, qui attendent d'être achetés. C'est un truc foufou. Là, je vous ai mis justement des couvertures du Besatsu Shonen Magazine. À gauche, c'est la première fois que la série était en couverture. Donc déjà, vous pouvez constater que ça a commencé en septembre 2009. Il a fallu attendre mars 2010 avant que ce soit en couverture. Et à droite, vous avez la couverture avec l'ultime chapitre. Vous pouvez constater par vous-même, juste par rapport à la mise en page, ici, on distingue la tête du géant colossal et notre héros là qui va l'affronter. Mais il y a une autre série qui prend le dessus, School Lumble. Là, vous avez Fairy Tail, parce que Fairy Tail, ça marchait bien, Fairy Tail à l'époque, qui sont quand même un petit peu devant. Alors que quand ça s'est fini, là, on sent à quel point, l'attaque des Titans, voilà, ça cartonne. On va mettre 2-3 petites vignettes ici et là pour montrer qu'il y a d'autres séries à côté, mais ce qui compte le plus, c'est l'attaque des Titans. C'est devenu quelque chose d'énorme. Alors, pour vous montrer à quel point c'était quelque chose d'énorme, la série rapportait tellement qu'il y a eu des spin-offs, donc des séries dérivées. Alors, vous avez l'attaque des Titans Before the Fall, ce qu'on appelle un prequel, ce qui a pu arriver auparavant. L'attaque des Titans Birth of Levi, qu'est-ce qui est arrivé à tel personnage? C'est un personnage qui va apparaître en milieu de série, un beau ténébreux qui a remporté un succès énorme auprès de la communauté de lectrices. D'où vient-il? Qui est-il? Tout ça va vous expliquer dedans. Vous avez l'attaque des Titans Junior High School. Alors là, c'est Rion avec l'attaque des Titans. Vous allez voir le film. À la fin, on ne peut pas rigoler avec ça. Eh bien, si, ils ont trouvé le moyen d'en faire une version un peu rigolote. Et l'attaque des Titans Lost Girls, qui va parler des personnages féminins, notamment de Annie. À la base, ce sont des romans. Donc, il y a eu le manga, ils en ont fait des romans qui ont été adaptés à nouveau en manga. Donc, ils ont tout fait pour décliner le succès à toutes les sauces. Il y a eu un film live en 2015, en 2 volets. Ah, j'ai de la peine pour vous si vous l'avez vu.
Moi aussi, je l'ai vu. J'ai vu les deux. Le premier volet, 3,25 milliards de yens au Japon. Ça a fait du 24 millions d'euros. Et le deuxième volet a fait que 8 millions d'euros, enfin 1,15 milliard de yens. Vous avez vu la chute entre les deux au niveau du box-office? C'est quasiment divisé par 3. Parce que les gens ont vu le premier film, ils ont fait mais c'est pourri en fait. Et ils ont beau être fans de l'Attaque des Titans, ils sont pas allés voir la suite parce que, comme quoi, on peut essayer de tirer sur une corde, et des fois ça finit par rompre. L'Attaque des Titans, le dessin animé. Alors, il y a 4 saisons. Vous avez la première saison qui fait 25 épisodes. Cette saison est découpée en 2 moitiés. Et la première moitié de 13 épisodes va vous être expliquée, là, dans le long métrage récapitulatif, environ 2 heures. Vous avez une deuxième saison qui a été faite en 2017. Il a fallu 4 ans entre les deux. Et la saison 2 est très courte, ne fait que 12 épisodes. Par contre, il n'a fallu qu'un an d'attente pour avoir la saison 3, qui en fait 22. Je précise que c'est fait par le Studio 8. Pourquoi? Parce que par rapport au manga originel, la production de l'animé est d'un niveau graphique, technique exceptionnel. Et le studio qui s'appelle Production IG a créé une succursale, donc le Studio 8, exprès pour produire l'Attaque des Titans. Donc les gens qui étaient dedans ne bossaient que sur l'Attaque des Titans pour avoir le résultat que vous allez voir, parce que c'est exceptionnel. Cette démarche, elle était unique au Japon. On n'avait jamais vu ça auparavant. Seulement, ils ont bossé sur l'Attaque des Titans comme des chiens. 25 épisodes, il leur a fallu un temps fou avant de pouvoir se remettre physiquement de l'effort qu'ils avaient fait pour pouvoir produire les 12 épisodes suivants. Et les fans de l'Attaque des Titans, qui ont évidemment dit « Ah mais on comprend, pauvre de vous, vous êtes des humains, vous avez souffert, pas eu le temps de vous reposer. » Non, je déconne. Ils ont fait « alors, eh bien non, c'est quand la saison 2? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas maintenant ?» Donc tout le monde a râlé. Par conséquent, ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire une saison 3 très rapidement, pour éviter d'avoir une horde de fans qui viennent encore se plaindre qu'ils n'ont pas la saison 3 rapidement. Et à la fin, ils ont fait « Non, on ne signe pas pour la saison 4, on peut pas. On ne peut pas, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est trop fatigués. » Par conséquent, c'est un autre studio qui s'appelle le studio MAPPA qui a repris le bébé pour une saison 4 qui est actuellement en cours de diffusion. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit astérix. Quand je dis 24 épisodes, le 24e épisode est diffusé dimanche au Japon, mais il y en a certainement à 25e, à 26e, on ne sait pas encore combien il y en aura en tout. Moi j'ai mis sur 26, mais je peux me tromper. Je pourrais vous faire un récapitulatif rapide de l'Attaque des Titans, mais je ne vais pas le faire, parce que ce serait vous gâcher le film qui va tout vous expliquer depuis le début. Juste ce que je veux que vous ayez bien en tête, c'est que il y a une histoire qui va vous être racontée, et encore une fois, il faut aller au-delà de l'histoire. Il y a plein d'interprétations qu'on peut trouver à l'Attaque des Titans. Moi, personnellement, ce que j'y vois, c'est un Japon qui est vraiment en train de se poser des questions sur sa raison d'être. À savoir, je vous ai montré à la fin, le manga va pas bien, il faut qu'on aille chercher plein de possibilités pour pouvoir relancer la machine. Le Japon se demande, à force de piocher ici ou là, est-ce qu'on reste toujours japonais dans nos œuvres? Est-ce qu'on reste toujours japonais dans notre culture, dans notre démarche? Et donc, avec ces titans qui sont là, qui empêchent les gens de sortir, qui boulottent n'importe qui veut s'évader, on a un petit peu le monde extérieur nous est hostile, il est en train de boulotter notre culture au fur et à mesure, et nous, à rester derrière nos murs, est-ce que ce qu'on est en train de défendre, ça vaut la peine d'être défendu? Il y a beaucoup, beaucoup d'analyses qu'on peut faire, et on peut aller bien plus loin que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Attaque des Titans, ce que vous allez voir, c'est le premier arc. Au fur et à mesure, l'histoire va prendre des dimensions complètement différentes, va prendre des virages, mais même moi, je ne les avais pas vus venir. Et pourtant, je peux vous dire que les mangas, à force d'en avoir lu, relu, il y a des fois, c'est vraiment prévisible. Là, l'auteur se permet des choses qui sont complètement folles. Donc ce que vous allez voir n'est vraiment qu'une facette de l'Attaque des Titans. D'ailleurs, c'est pour ça que le changement de studio entre le studio 8 et MAPPA est quelque chose d'assez positif pour l'œuvre animée. Parce que, en gros, il y a un gap temporel entre la saison 3 et la saison 4. Il s'est passé plusieurs années. Ce qui fait que les personnages ont vieilli, les choses ont changé.
les enjeux ont complètement été modifiés, et d'avoir un nouveau studio qui va avoir un style de réalisation, un style graphique un peu différent, ça renforce encore plus cette cassure. Donc ça, c'est très très chouette. Pour finir également, l'attaque des Titans, c'est aussi représentatif de ce que le Japon peut faire avec sa pop culture, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu terrifiant. Et alors, ils l'ont fait à toutes les sauces pour la publicité, mais vraiment toutes les sauces. Moi, j'ai mangé des gaufrettes Attaque des Titans au Japon. Il y a eu des pubs pour des voitures Attaque des Titans. Il y a eu des pubs pour tout et n'importe quoi avec l'Attaque des Titans. Donc vous allez vraiment avoir une licence, mais d'une force hors du commun, comme on n'a pas eu depuis pas mal d'années. J'espère que vous apprécierez. Je vous souhaite une bonne projection, avec, si possible, une pizza pour ceux qui pourront, parce que ça, c'est une vraie pub qui a eu lieu pour l'Attaque des Titans. Vous voyez, comme quoi le partenariat, ça pouvait aller vraiment n'importe où. Donc je vous souhaite une très très bonne projection, un très bon film, et puis je serai peut-être un petit peu en train de traîner après, si vous me trouvez dans 2 heures, et si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Voilà, très bon film à vous. Hop.